Bonjour les mordus, 5e saison, 43e épisode. Donc Raymond, ça va bien? Hein? Ça roule, hein? On continue. Oui. Une autre journée de tournage aujourd'hui. Une autre journée. Et puis deux invités fantastiques. Oui. Anthony Cloutier. Oui. Anthony, courtier. Exactement. Parle-nous de ta spécialité un petit peu. Certainement, courtier immobilier dans ma 6e année en ce moment d'exercice. Je me spécialise surtout avec les familles. Les gens me réfèrent beaucoup. Mon modèle d'affaires est basé sur la référence. Donc, quand je fais un contrat avec, disons, un premier acheteur, souvent, il va me référer à ses parents vont me référer à leur autre enfant va me référer à sa tante. Donc, Garde ça familial. Je suis le courtier familial généralement, puis le courtier au nœud papillon. Donc, si les gens veulent me contacter, 514-742-1396. On donne toujours le numéro de téléphone. Une machine. La Non, petite mais info pub. c'est le fun, ça. Tu vises sur aller chercher la famille de la famille, puis tu sais, fait que tu as des relations à bâtir avec eux. Exact. Ben, quand il y a déjà un lien de confiance, quand on commence depuis le début, c'est beaucoup plus facile à justement commencer à travailler ensemble. Il n'y a pas le petit doute du début, justement, de comment, tu sais, c'est un courtier immobilier, est-ce qu'il veut telle affaire. Donc, quand il y a déjà le lien de confiance qui est créé, c'est super fun. On va te laisser le temps d'y penser parce qu'on va passer aux présentations de Pauline. Les références, là, c'est quelque chose qu'on parle dans tout le monde de la business des affaires, pas juste en immobilier. Exact. Alors, pense à ta réponse. Là, je vais te demander tantôt de spécifier qu'est-ce qui fait spécifiquement que les gens te réfèrent. OK. Ah, c'est nice, ça. Pense à ça. Certainement. Pauline, Oui, bonjour, Pauline. ça fait plusieurs années qu'on se connaît maintenant. Oui. C'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble? On avait travaillé sur d'autres choses, me semble. Ben, peut-être que... Oui, Une j'avais couple d'années. fait quelques interviews pour les mordus à Exact. titre publicitaire. Super. Mais je pense que c'est notre premier podcast. Podcast, c'est Ouais. le premier. Bon, ben, il y a un début à tout. Pauline, investisseur immobilier, investisseur immobilier. Oui. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai acheté mon premier immeuble, j'avais 21. Quand j'ai commencé à acheter, j'ai acheté quand même très, très rapidement. J'ai acheté au-delà d'une centaine de portes en l'espace de 2 ans. Donc, à l'âge de 23 ans, j'avais un peu plus de 140 unités. Je me spécialise dans la prospection. En fait, c'est ce qui a fait mon succès dès le début. C'est que quand on est jeune, on a 19, 20, 21 ans, personne ne veut travailler avec vous parce que vous n'avez pas d'expérience, pas d'argent, C'est plus pas difficile pour la d'immeuble. banque, ces choses-là, ouais. Exact. J'avais rien à offrir pour que les gens s'associent avec moi. Donc, j'ai commencé la prospection, c'est-à-dire appel à froid, porte à porte, pour solliciter des propriétaires hors marché pour leur convaincre, en fait, de faire affaire avec moi. Et aujourd'hui, c'est toujours mon modèle d'affaires de façon beaucoup plus importante, bien sûr. Ouais. Super, ça. Oui. Devenu une spécialiste de la prospection. Oui, j'adore Super. ça. Je connais personne qui en fait autant que moi, je pense. Si c'est pas certains courtiers, et encore, moi, c'est... Puis les gens, ils ont peur de la prospection, hein? Même les, Ouais. tu sais, parce que la prospection, les courtiers font de la prospection, les Oui. investisseurs immobiliers font de la prospection. Puis depuis quelques années, comme toi, il y a une certaine discipline qui s'est fait que les gens font de la prospection. On a un bootcamp de prospection la semaine prochaine avec les mordus. Fait que puis il faut démystifier ça, tu sais. Oui. La prospection, là, c'est très large. Il y a On va en des gens parler. qui font juste envoyer des lettres. Mhm. Puis il y a des gens, comme tu disais, qui font du porte-à-porte. Entre les deux, le spectre est quand même très large. Hein. Ah, c'est complètement différent. Puis la très grosse différence, ça va être dans le contact humain. Exact. C'est que les gens font affaire avec moi et beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi ce propriétaire veut te le vendre à toi? Il pourrait très bien le vendre à quelqu'un d'autre, il pourrait très bien le mettre sur le marché. Et je dis, c'est sûr qu'il y a l'aspect, tu sais, en termes de prix, de conditions, on trouve un terrain d'entente qui fait le bonheur de tous. Ouais. Mais c'est surtout parce que c'est Pauline. C'est Pauline qui les appelle depuis plusieurs années. C'est Pauline qui les a convaincus de vendre. Donc, ce que je comprends, depuis plusieurs années, le succès est dans les suivis. À 100%, 100%. La majorité de mes transactions se font dans les suivis. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui veuille vendre comme ça tout de suite. Ouais, cogne à la porte, bonjour, je vais acheter votre immeuble. Ouais, combien? 1,2 million. Parfait, on s'en va chez le notaire la semaine prochaine. Ça arrive Oui. pas, ça. Ça m'arrive des fois étonnamment, mais ça va être dans la quantité. Là. Ça va pas être... si vous en faites une dizaine, vous n'allez pas forcément en avoir un tout de suite. Là. Exact. Donc- Mais j'aime savoir que ça se fait dans les suivis. On va revenir à la question que Raymond t'a posée, les références. Et pense à la même chose, Pauline, peut-être, parce que, tu sais, on s'attend à ce que ça peut arriver aussi que dans ta prospection, il y a un filon qui te permet aussi d'avoir des références. Oui, Pour ton côté, Anthony, qu'est-ce qui fait que les familles vont te référer plus qu'un autre courtier? Exact. Ben, je suis un type de courtier qui est
qui est très protecteur des clients. Je vais toujours m'assurer qu'ils soient protégés dans la transaction de A à Z. Si jamais je vois qu'il y a besoin d'acheter une clause qui n'est pas typique, ça m'arrive assez régulièrement de rédiger des clauses qui sont très ciblées pour un client particulier. Donc, je suis vraiment là pour m'assurer que tout le monde est protégé dans la transaction. Donc, dans une transaction, tu as cette liberté-là, si on veut, façon de parler, d'aller ajouter, customiser, Exactement. employer un anglicisme, une clause spécifiquement pour ce client-là. Exactement. Je pense que ce que ça fait, c'est que tu joues vraiment au grand frère avec tes clients. Ta job, c'est d'être le big brother qui s'occupe d'eux puis qui s'assure que tout va se passer à leur goût. Exactement. Comme quand on a eu le marché de la surenchère de la COVID, où est-ce que tout le monde voulait faire des offres sans inspection. Moi, je disais à mes clients, non, c'est ton premier achat, tu connais pas vraiment bien l'immeuble, tu vas acheter sans inspection. Honnêtement, c'est une erreur là, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans faut pas vouloir acheter à tout propriété. prix. Hein. Jacques Lépine le disait souvent, t'as beau aimer la brique, elle te le rendra pas, elle a pas de sentiment. Non. Donc, l'immeuble en tant que tel, tu as beau le vouloir absolument, t'as beau vouloir absolument faire une transaction, t'as beau aimer l'immobilier, fais pas une transaction juste pour faire une transaction, fais une transaction pour avoir du succès avec la transaction. Peu importe que ce soit ta résidence personnelle ou un immeuble à revenus qui va te rapporter. Là, on va creuser un peu. Oui, certainement. En apparence, Mhm. les clients te réfèrent parce qu'ils sentent que tu es à leur service. Exact. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'avant d'être au service des clients, tu es au service d'une cause. Mhm. Tu t'es établi des standards, ça se peut-tu? Exactement. Pour moi, c'est important que quand quelqu'un finit une transaction immobilière avec moi, il ne se demande pas comme qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné. Moi, je trouve ça très important que les gens comprennent le processus. D'un bout à l'autre. Exactement. Puis ça a toujours été quelque chose que j'ai mis au cœur de mon service, c'est d'expliquer, puis de m'assurer que les gens, quand ils vont acheter la maison, ils vont pas se dire, bon, ben ça sert à quoi? Admettons, j'ai un système de géothermie dans la maison, ben aucune idée c'est quoi. Moi, je vais vraiment prendre le temps de l'expliquer. Tu as tel système dans ta maison, tu as tel faux septique. Voici les spécificités, comme ça va fonctionner, tu vas avoir tel entretien à faire. Donc ça, autant au niveau de la propriété telle quelle, mais aussi au niveau des conditions, des clauses, des suivis, processus, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça te demande une recherche constante au niveau mécanique du bâtiment. Comment ça fonctionne une maison, Exact. c'est quoi l'entretien pour être en mesure de bien conseiller tes clients et de leur démontrer que tu connais ça plus qu'eux. Parce que je pense que s'ils se sentent en confiance, parce qu'ils sentent que tu connais ça beaucoup plus qu'eux. Exactement. Puis aussi, c'est d'apprendre de chaque interaction qu'on a. On a. En tant que courtier immobilier, on assiste à beaucoup d'inspections en bâtiment avec plusieurs inspecteurs qui ont chacun leur spécialité. Donc, c'est d'apprendre aussi un petit peu de chacun d'eux. Puis, on a aussi des formations continues qui nous sont offertes. On a un minimum à suivre à chaque cycle de 2 ans. Puis, comme là, en ce moment, il reste 7 mois au cycle de formation. J'ai déjà quasiment le double des unités obligatoires en formation. Un courtier proactif dans cette formation. Exactement. Tu parlais des inspecteurs. Moi, j'ai toujours... Il y a toujours 2-3 sortes d'inspecteurs. Tu as l'inspecteur qui cherche des bobos à tout prix, tu as l'inspecteur qui est là juste pour critiquer, tu as l'inspecteur qui en met plus qu'il devrait, puis tu as l'inspecteur qui connaît rien finalement parce qu'il a suivi un cours de quelques heures puis il fait son inspection. Tu as oublié le bon inspecteur aussi. Il y a le bon inspecteur qui est là pour les bonnes raisons aussi. puis qui veut t'aider. Ouais. Mais il y a plusieurs types d'inspecteurs. Pendant que Pauline va parler de ses références, réfléchis à c'est quoi la relation que tu as eue, puis peut-être avoir une anecdote ou deux avec des inspecteurs que ça faisait pas de sens, parce que je suis sûr que tu en as eu. Certainement. Toute personne qui a fait plusieurs transactions immobilières a eu un inspecteur bizarre dans ses... Ça pourrait être drôle. Pauline, au niveau des références en prospection, comment tu t'y prends pour réussir à en avoir? En fait, moi, ça va être différent, c'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui ait vendu son 50 et quelques logements et qui va dire « Ah, ma mère veut vendre le sien ». Pourquoi? Parce que quand on est dans le commercial, c'est même moins émotionnel que quand on est dans le résidentiel. Par contre, ça va être différent. Ça va être du repeat business. Je fais beaucoup affaire avec des très gros propriétaires qui ont beaucoup d'immeubles et qui, naturellement, ne veulent pas tout vendre la première année. Donc, ils vont vouloir vendre 1, 2, 3 immeubles par année sur plusieurs années. Donc, c'est plus ce type de relation de confiance que j'ai. Ils savent comment ça s'est passé à la dernière transaction. Ils ont aimé ça. C'était simple, c'était rapide. Pourquoi ils se prendraient la tête? Ils vont rappeler Pauline l'année d'après. Exact. Donc, moi, c'est plus ce modèle-là que j'ai. C'est sûr que c'est plus restreint parce qu'il y a moins de propriétaires qui ont d'aussi gros parcs, mais j'en ai. Je trouve ça le fun ce que tu dis parce que
moi, je fais plus beaucoup de prospection parce que mes projets prennent beaucoup de temps puis j'ai moins besoin de leads présentement dans le type de projet que je fais. Par contre, il y a 2 semaines à peu près, il y a un certain Michel, il m'a envoyé un courriel puis il dit « Écoute, voici les revenus de mon immeuble. On s'est parlé il y a à peu près 10 ans, je n'étais pas vendeur et là, je serais vendeur si l'offre fait du sens, sinon je vais renouveler mon hypothèque. Et là, tu sais, c'est un lead que j'ai quand même travaillé il y a 10 ans. Ça n'a comme pas de sens. Là. Fait que les gens conservent ça, soit les lettres qu'on envoie, soit les cartes qu'on a été portées porte à porte, main à la main. Je pense que le monde des affaires est pas mal de même, toute proportion gardée. Dans mon monde à moi, conférence, coaching, consultation, 95% de mes nouveaux clients, ça fait 2-3 ans et plus qu'ils me suivent. J'ai même un de mes meilleurs clients coaching, ça a pris 10 ans avant qu'il me contacte sur LinkedIn. Ça faisait 10 ans qu'il me suivait. Fait que je pense que je dis tout le temps, la game est infinie. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu contrôles juste comment tu joues la game. Présente-toi chaque jour parce que chaque journée est ta vie en miniature. Fais ce que tu as à faire chaque jour, puis à un moment donné, c'est une roue qui tourne, les résultats vont se mettre à débouler. Fait que les meilleurs deals que tu vas faire, ça fait peut-être, tu t'en rends pas compte, 10 ans que tu travailles. Mais une de mes plus grosses transactions, c'était que j'ai réalisée l'année dernière. Je dis grosse en termes de taille, oui, mais en termes d'opportunités, c'était des immeubles majoritairement vacants, extrêmement bien placés à Montréal, donc vraiment des projets comme plus faciles à faire. Ça faisait 5 ans que je le prospectais. OK. Puis je l'ai juste appelé la 5e année, puis c'était quelqu'un qui ne voulait catégoriquement pas vendre et qui m'a dit « Pauline, le timing ne peut pas être meilleur. » Il me dit « Là, j'ai des conflits de partenariat, je veux en sortir, j'ai d'autres transactions, j'ai d'autres acquisitions. » Besoin de liquidité, Besoin de liquidité. Ça faisait 5 ans que je le prospectais. Et c'est un propriétaire qui est quand même assez important, donc qui se fait beaucoup solliciter. Mais là, c'est Pauline. Pauline, c'est rendu la famille. Là. Ça fait 5 ans qu'elle m'appelle. Elle connaît ma vie, je connais sa femme, je connais ses enfants. Mettons, tu mets combien de temps sur comme, cette prospection-là? Tu dis ça fait 5 ans, mais c'est pas 5 ans, 10 heures par jour. Là, c'est 5 ans, 2, 3, 4 suivis par année. Mais c'est du cas par cas. C'est-à-dire que ça va être en fonction de l'intérêt que j'ai soit pour l'immeuble ou le propriétaire, le portfolio en tant que tel. On s'entend qu'un propriétaire qui a à peu près 500 logements, je ne vais pas l'appeler 1 fois ou 2 ans. Je vais vouloir le relancer peut-être un peu plus souvent. Mais la majorité de mes suivis vont être déterminés en fonction de ce qu'on me dit les premières fois que j'appelle. Non, Pauline, je ne veux catégoriquement pas vendre. C'est mes enfants qui vont le reprendre. OK, tu le sais que il va peut-être pas vendre d'ici 2-3 ans. Mais si c'est quelqu'un qui dit « Ah ben non, je suis encore jeune, si je vends, ça serait d'ici 5 ans. » Là, je vais faire un suivi dans 2 ans. Il y en a des fois qui vont me dire « Ah, j'ai un renouvellement d'hypothèque, j'ai pas envie de vendre, mais appelle-moi dans 1 an. » Je vais les appeler dans 6 mois. Donc, c'est à peu près comme ça que je set up mes suivis. Et après, au fur et à mesure qu'on en fait, il y a un gros feeling, un gros gut feeling. J'en fais tellement que maintenant, il y a ce qu'ils me disent et il y a ce que je ressens. Et en fonction de ce que je ressens, je le sais exactement quand est-ce que je le fais, mon suivi. Puis, hors de moyen, là, disons, là, combien de fois ça arrive que tu fais ton suivi puis tu te fais dire « Ah, trop tard, j'ai vendu la semaine passée. Ah, trop tard, j'ai vendu le mois passé. » Alors, c'est excessivement rare parce que je suis quelqu'un de très, très, très diligente. Les seules fois où ça m'est arrivé, c'est parce que j'ai eu un congé de maternité de 1 an et demi. Donc, j'admets que j'en ai perdu une méchante coupe pendant ce congé-là. Donc, quand t'as appelé, c'était trop tard. J'en ai eu une bonne coupe que c'était trop tard. Après, en général, j'en perds pas. J'en perds pas. La majorité de ce qui sort sur le marché Parce que tes suivis sont serrés. Mes suivis sont serrés. Parce que s'ils disent 1 an, tu rappelles à 6 mois. Parce que s'ils disent 6 mois, tu rappelles à 4 mois. Oui. Tu t'assures là, d'être en avant de la ligne. Franchement, je suis juste très, très disciplinée là-dessus. Ça fait des années que je fais ça, donc c'est automatique pour moi. La majorité des immeubles qui sortent même sur le marché, de 10 logements et plus à Montréal, 80%, je les connaissais. Je leur avais déjà parlé, je savais déjà combien ils voulaient, je savais déjà qu'on ne s'était pas entendu sur un prix. Puis, mettons, tu t'y prends comment? T'as un agenda papier, t'as un système? Non. J'ai un CRM que j'ai monté durant les 6 dernières années. Donc, j'ai tous les propriétaires de Montréal. C'est-à-dire, ça va du condo jusqu'au plus gros propriétaire sur l'île de Montréal. Et j'ai tous les numéros de téléphone que n'importe quelle personne peut trouver. Donc, toi, tu fais juste l'île de Montréal? Alors, je fais juste l'île de Montréal parce qu'il y a déjà assez de travail et que l'île de Montréal, c'est mon marché. Donc, on m'appelle, on me donne une adresse. Je veux dire, c'est extrêmement facile et rapide pour moi d'avoir une idée où je me situe. Après, je ne suis pas fermée à sortir de Montréal. Quand ce sont des gros morceaux, là, j'ai un 140 et quelques en négociation en ce moment. Il n'est pas sur l'île de Montréal. Donc, je ne suis pas fermée à en sortir. C'est juste que sur l'île de Montréal, j'ai déjà assez de travail. Il y a assez d'immeubles.
J'ai déjà un bon réseau. Et pour répondre à ta question du CRM, ben, j'ai un CRM qui est extrêmement poussé. J'ai un CRM avec toutes les adresses de Montréal et n'importe quelle personne peut voir sur chaque fiche d'un immeuble toutes les informations qu'il y a à savoir. Quand est-ce que ça a été acheté? Je peux voir les financements qui sont en cours, le nombre d'unités, la localisation, tous les immeubles qu'il possède, tous les partenaires avec qui il fait affaire, tous les actionnaires de chaque compagnie. Je vois tout. C'est fou, hein? Mais ça a été des années à monter parce que ça a été beaucoup d'argent aussi. Mais de loin, ce qui fait que mon CRM a beaucoup plus de valeur que n'importe qui voudrait monter un CRM demain, c'est le travail qui a été fait pendant les 6 dernières années. Parce que personne ne peut se l'approprier demain. Moi, on regarde un immeuble, on va voir, il a été appelé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Tous mes appels sont enregistrés, on voit ce qui s'est passé. On voit, toutes les informations qu'on ne peut pas avoir de façon publique. Moi, je suis allée les chercher en parlant avec ces personnes. Donc, la plus grosse valeur de mon CRM, c'est ça. C'est l'historique. L'historique. Ouais. De ton côté, en tant que courtier, est-ce que tu fais beaucoup de prospection ou tu es juste dans le... J'en fais aussi beaucoup. C'est important d'en faire un peu à tous les jours. Puis c'est vraiment la répétition qui est le nerf de la guerre, en effet. Puis ça m'a fait sourire quand tu as dit justement s'ils disent 5 ans, tu rappelles dans 2. S'ils disent dans 2 ans, tu rappelles dans 1. Ouais. C'est une règle que j'applique aussi. S'ils disent un temps qui est optimal pour les rappeler, divise toujours par 2. Parce que moi, au début, je respectais à la lettre qu'est-ce qu'ils me disaient. Bon, parfait, je me mets un nœud dans mon agenda. Le 17 janvier 2022, je vous appelle. Puis là, finalement, tu appelles le 17 janvier 2022. Ah, écoutez... J'ai donné le contrat le mois passé. En fait, pas besoin de les appeler parce qu'avant d'appeler quelqu'un, je m'assure justement qu'il n'a pas vendu. Parce que sinon, ça fait un appel très malaisant. Mais là, je regarde, je suis comme, coudonc, il a vendu. Puis, coudonc, il a vendu. Donc là, j'ai dit, c'est tout le temps ça. Puis j'ai regardé, ça tombait souvent comme, il me disait d'appeler dans 1 an, 8 mois après, il vendait. Donc, tu arrives un petit peu trop tard. Quand il te donne une date, souvent, c'est qu'il se projette dans le temps. Puis ils disent, peut-être il se projette dans le temps, je vendrais dans 1 an. Puis à un moment donné, dans 6 mois, ils disent, si je veux vendre dans 6 mois, c'est là. Exactement. Donc là, il appelle quelqu'un, puis là, ça fait 6 mois que tu leur as pas parlé. Donc, ils se disent, ils pensent pas nécessairement à toi. Tu les as appelés une fois, puis tu as demandé s'il y avait l'intérêt, puis ils disent de rappeler, mais quand tu rappelles, il est trop tard. C'est quoi ta pire compétition dans ce temps-là? Parce que toi, tu essaies de bâtir une relation, sûrement au téléphone, ou en tout cas, la relation est plutôt virtuelle, mais quelle va être ta pire compétition? Est-ce que c'est le gars qui envoie, parce que dans chaque secteur, il y a quelqu'un qui envoie un calendrier à mettre sur le frigidaire. Fait que tout le monde a un calendrier magnétique avec le visage du courtier du secteur. Est-ce que c'est ce genre de publicité-là qui est ton... ou c'est... Dans ma tête, ta pire compétition, c'est toujours toi-même. Oh, OK. C'est ce que tu fais pas, c'est l'étape que tu n'as pas faite. C'est toujours toi-même ta pire compétition. C'est très bon, ça. C'est le pas que tu n'as pas fait. C'est la raison pourquoi tu as perdu un contrat. C'est rarement à cause d'un facteur externe. Ça va arriver à l'occasion, mais souvent, c'est que tu n'as pas fait le suivi de plus, tu n'as pas rappelé justement 6 mois au lieu d'un an. Pas assez vite. Donc, est-ce que tu peux dire à ce moment-là que tu n'es pas en compétition, tu es en mode création? Je suis toujours en mode création. Moi, souvent, ça va être une mentalité qui va être très forte dans l'immobilier. Ma compétition, tel courtier, c'est le numéro 1. Mais à base, je suis dans une agence qui n'est vraiment pas ciblée là-dessus. Sutton, c'est vraiment un esprit d'équipe, de famille. C'est très proche, donc on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Donc moi, de mon côté, j'ai pas ce feeling-là d'être en compétition avec les autres courtiers. C'est des collaborateurs, puis si j'ai pas un contrat, c'est à cause de moi. Non, mais en même temps aussi, les autres courtiers, oui, tu peux les voir comme des compétiteurs, puis avoir un mauvais sentiment face à ça, mais ils ont quand même des listings. Puis toi, tu peux te ramasser avec un acheteur puis aller voir les listings des autres puis collaborer avec eux autres beaucoup plus que d'être en compétition. C'est important. C'est important de travailler. Parce qu'il faut qu'il ait envie de travailler avec toi aussi, parce que s'il a plus envie de travailler avec l'autre, ta relation doit être bonne avec lui parce qu'il risque de feeder ses leads aux autres à la place. Exact. Super, ça. Pauline, tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier, tu disais 21 ans. Oui. C'est à peu près l'âge, là, pas mal. Il y a beaucoup de nos mordus d'immobilier dans notre communauté de plus de 100 000 personnes qui sont dans la jeune vingtaine. De plus en plus. Ah oui, et de plus en plus. Toi, tu es passé à l'action. Qu'est-ce qui fait entre les deux oreilles, la thématique de notre podcast et de notre livre, que toi, si tu avais objectivement, là, mettons, tu sors de ton corps, là, puis tu te regardes à la troisième personne, tu regardes Pauline, qu'est-ce que Pauline a fait que les autres font pas? Je n'ai pas attendu d'avoir les ressources nécessaires. J'avais pas l'argent. Comment tu te sentais à ce moment-là? J'avais pas le choix. OK, donc tu avais... J'avais pas le choix de trouver une façon de faire les choses parce que si je ne le trouvais pas, personne n'allait m'aider. Je veux dire, j'avais pas d'argent, j'avais pas de code de crédit pour emprunter, j'avais même pas ma nationalité canadienne. J'étais immigrée.
J'avais pas de bac, C'est vrai, j'avais pas tu été viens à de la Beauce, l'université. Non, je viens de Saint-Martin dans les Caraïbes, donc c'est français. Ouais. Je veux dire, j'avais rien. J'avais strictement rien pour commencer, donc j'avais pas le choix de trouver le moindre moyen et la solution, en fait. Donc, je pense que vraiment... Puis c'est beau, je le vois de plus en plus. Moi, quand Est-ce que tu luttais un peu pour ta survie, façon de parler? Non, je pense que c'est de prendre ça comme un jeu. OK. C'est de prendre ça comme un jeu parce que quand tu es dans la survie, tu es dans la lutte, tu vas t'épuiser. Ouais. Et quand tu fais de la prospection, tu vas tomber vite parce que tu penses que là, j'ai une belle transaction, tu es excité, tu as 19 ans parce que je commençais à 19 ans. Ben, tu es très émotionnel, mais là, quand elle tombe, tu vas être à terre. Ouais. Tu vas être complètement à émotionnel. terre. C'est émotionnel. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est ça qui m'est arrivé. Mais pendant des années, même quand j'avais acheté 100 et quelques logements, j'étais encore émotionnelle. Ouais. Et là, je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça parce que c'est des highs puis c'est des downs. Et en fait, tu vas réussir en t'offrant dans le temps. Mhm. Et pour t'offrir dans le temps, il faut que tu sois le plus flexible possible au niveau émotionnel. Donc, ça va être avec la répétition que ton muscle il va se faire. Ouais. Mais si, pour répondre à ta question, si je Et dois tu donner t'es fort Oui. probablement, on en parle dans le livre quand on parle de calibration émotionnelle, Oui. tu t'es un peu désensibilisé probablement au rejet puis au bad Ah, luck. moi, ça n'existe plus, là. Mais ça existait au départ. Je ne le vois plus, là. On veut juste rassurer les gens qui commencent, ça devait exister au départ. Mais ça Et existe là, tu as encore. grandi là-dedans. Mais il faut comprendre que faut pas avoir peur d'avoir une émotion. Faut pas avoir peur d'appeler quelqu'un, sentir le rejet et vivre le rejet. Vis-le, le rejet. Oui. Genre, ressens-le. Parce que plus tu vas être capable d'accueillir toutes les émotions que le processus va t'amener, plus ton muscle il va se faire. Mhm. Et quand les gens vont te rejeter, moi, je m'en rappelle même pas. Je m'en rappelle pas. Mais ça devient un défi. Moi, je me souviens quand je faisais de la prospection, quand j'étais rejeté, là, fallait que je trouve la façon de le ramener. Fallait que je trouve la. Tu sais, moi, je faisais beaucoup de porte-à-porte, cogne Oui. à la porte, bonjour, Jocelyn Grégoire, blablabla. Et là, tu sais, très presque fâché, tu sais, Mhm. on n'a pas besoin de vous. OK, mais saviez-vous que j'étais au courant que les hypothèques légales, blablabla. Mhm. Puis là, tu sais, oups, là, je le ramenais, puis Mhm. j'avais des liners qui me permettaient de garder la conversation. Puis à un moment donné, mais il commençait à s'ouvrir, tu sais. Mhm. Fait que c'était un défi. Pourquoi? Parce que j'étais désensibilisé, parce que Oui. ça faisait plus mal. Un peu comme quand je vais au gym, quand mon coach me demande de faire 1000 push-ups, au début, je disais c'est beaucoup. À cette heure, je fais ça 2 temps, 3 Mhm. mouvements. Mhm. Mais c'est surtout le fait de ne pas prendre les choses personnelles. Les gens vont avoir tendance à prendre les choses personnelles. Ah, j'ai appelé quelqu'un, il m'a dit non, ou il m'a mal parlé, ou il était de mauvaise Ouais. humeur. Oui, mais tu sais pas, peut-être qu'il a une C'est, mauvaise journée. Exact. Moins tu vas prendre les choses personnelles, plus tu vas être capable Ben d'enchaîner au prochain, plus tu vas être capable de rebondir. Quelqu'un qui te dit non ou qui te répond pas bien, au lieu que ça t'affecte et que tu te braques et que tu te fermes et que tu répondes pas, et moi je jongle là-dessus. Moi, je jongle, je vais le tourner en humour, je vais ramener quelque chose, je vais le faire parler, parce que je ne prends strictement rien personnel. Mhm. Et autant dans la prospection que dans n'importe quel aspect de ta vie et en business. Et c'est pourquoi ce qui on, va tenir. on a le réflexe de le prendre personnel, c'est que notre cerveau est primitif. Et dans la préhistoire, lorsque tu étais rejeté par la tribu, c'était la mort assurée parce que il y avait des dangers là, de te faire bouffer par des animaux sauvages, puis de mourir de froid ou quoi Ouais. que ce soit. Et on a le même cerveau primitif qu'à cette époque-là. Donc, il faut jouer le jeu de l'objectivité. Quand tu dis de ne pas le prendre personnel, ben c'est de regarder ça à la troisième personne et de dire, coudonc, dans le fond, je suis pas en danger. Mhm. Puis je pense que dans ton cas, Pauline, la constance est beaucoup plus payante que l'intensité. Mhm. Puis je pense qu'une leçon en affaires, là, c'est la constance qui va te permettre de te libérer financièrement ou de être en santé ou n'importe quel succès que tu vas avoir dans ta vie. Pense beaucoup, bien plus à être régulier et constant. Mhm. Et tôt ou tard, peu importe ton talent, tu vas réussir. Tu vas Exact. réussir. C'est Puis au sûr. niveau de l'investissement, tu sais, il y a quelque chose qu'on dit 3 fois, c'est localisation. Localisation, Ça, on le dit toujours 3 fois. localisation. Exactement. Mais tu sais, dans l'acquisition de clients, c'est surtout timing, timing, timing. Ça aussi, c'est un mot Tout à fait vrai. ça vaut le dire 3 fois, justement, parce que tu appelles une année, justement, c'est vraiment pas le moment. Il n'y a pas aucune intention de vendre, aucun projet. Tu rappelles l'année d'après, tu sais, ils viennent se séparer, là, comment ça ouais. commence à aller Mais ailleurs. fais juste imaginer, tu sais, le timing, tu arrives, tu sonnes à la porte, Mhm. il vient de se chicaner avec sa femme et ses enfants, le monsieur. Ouais. Il vient de voir. Et là, tu prends personnel le fait qu'il a l'air bête. Mais tu ne sais pas qu'est-ce sais qu'il pas. vivait à ce moment-là. Là. Exact. Tu sais, sa vie en général. Fait que t'es mauvais timing, mauvais moment pour être venu sonner. Tu serais venu la veille, il t'aurait payé une bière. Mm. Tu serais venu le lendemain, il t'aurait payé une bière. Mais là, il a l'air bête. Mais c'est pas à cause de toi. Tu n'as aucune idée Exact.
de l'historique de cette personne-là. Oui. Exact. Puis ça, c'est très important, surtout en commençant, parce que moi, je me rappelle quand j'ai fait mon premier porte-à-porte, là. Le 30 pieds entre la portière de la voiture et la sonnette est très long, hein? Ah, vraiment. Puis je suis tombé sur une personne qui m'a posé une question, mais je savais tellement pas quoi répondre. Il m'a dit, ouais, mais ça, c'est ma maison idéale. Pourquoi je vendrais? Je te regardais, j'étais comme... Ben, tu retournes la Tu sais, question. je suis là avec mes 22 ans, moi, j'ai aucune transaction en arrière de la cravate. Je commence, puis j'essaie de me trouver mes premiers clients. Je sais pas. Puis là, finalement, OK, bon, ben c'est ça. OK, bye. Je suis retourné chez nous. Je suis retourné chez nous, puis ça m'a pris 1 an avant. Ah ouais? Mais ouais. je pense Ah que ouais. sont nécessaires, ces moments-là. Ouais, vraiment. Ils sont oui. nécessaires. peux C'est pas, là que tu grandis. Mais Ah oui, c'est Exact. dans le monde des affaires, pas juste en immobilier, dans n'importe quel domaine d'expertise, il faut pas t'avoir peur de te planter, d'avoir l'air fou au début. Exact. C'est comme ça que finalement tu vas réussir. Exact. C'est comme ça que je forme aussi tous les nouveaux courtiers qui arrivent dans mon équipe ou des courtiers qui rentrent à l'agence qui ont besoin de conseils. Je leur dis, honnêtement, va te planter. Tu sais, va pas essayer de réussir, va te planter, essaie de te planter le plus possible parce que c'est là que tu apprends. Si tu veux faire du cold call, ben appelle dans un secteur que tu n'as pas envie de travailler. Bon, Comme ça, on si va tu te faire plantes, un petit tant plug pis. pour ton nouveau livre, Jocelyn, dans Ouais. le gars qui écrit la préface. Ouais, il s'appelle Raymond. On parle dans la préface de ton livre d'une citation d'Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui dit comment tu as du succès? Ben, c'est en prenant des bonnes décisions, une série de bonnes décisions. Puis comment tu fais pour prendre des bonnes décisions? Mais c'est par l'expérience. Puis comment tu fais pour avoir l'expérience? Ben, c'est en les prenant erreurs. des mauvaises décisions. Exact. Mais Michael Jordan l'a dit, tu sais, il a manqué son coup beaucoup plus souvent qu'il a réussi, puis c'est un grand champion de basket. Fait que, tu sais, mais il dit, j'ai manqué mon coup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent que j'ai réussi. Moi, je perds 9 deals sur 10 à peu près. Ouais. En moyenne, j'en perds beaucoup plus que j'en gagne. Et ce qui va faire que tu vas quand même continuer, persister et rester constant, c'est qu'il faut te rappeler que c'est une game de chiffres. À chaque fois que je me fais dire non, je me dis, plus je me fais dire non, plus je me rapproche d'un oui. Oui. Et c'est là que ça se passe entre les deux oreilles. Exact. Parce que pour de vrai, celui qui va être solide entre les deux oreilles va persister. Celui qui va être moins solide, puis va avoir acquis moins d'outils pour être capable de persister, c'est-à-dire faire des lectures. Puis là, je ne veux pas plugger le livre, mais lire un livre qui va te permettre d'avoir ces qualités-là. Ben, il va Je pense passer qu'il à travers. faut ramener la pépite d'or qu'on a eue là, quelques semaines là, quand on a eu notre artiste de cirque, Ouais. Philippe. Philippe est un artiste de cirque et sa spécialité de cirque, c'est jongler. Mhm. Puis il disait, moi, ma job, mon quotidien de jongleur, parce qu'il a besoin, c'est des heures et des heures et des heures de pratique, ben, c'est d'échapper des balles. Mm. Puis j'ai trouvé que c'était tellement Non, une mais belle le métaphore. bout qui était incroyable, c'est d'échapper des balles et m'assurer que pendant le show, ça ne paraisse pas que je l'ai échappé. Donc, tu échappes la balle et au rebond, tu la ramasses et tu continues à jongler. Ben ça, c'est surfer avec les problèmes de la vie d'entrepreneur, Mhm. puis pas de n'échapper une. Tu sais. Fait que tu échappes des balles, Pauline. Constamment. Ouais. Et, les jours. et ce qui te permet de passer au prochain niveau puis de te rapprocher de tes objectifs, c'est continuer à jongler. la 1 sur 10 que tu n'échappes pas, Mhm. que tu bâtis là-dessus par après. Mhm. Mm. Ça ramène à l'idée de relativiser constamment, c'est voir le big picture. Oui. Constamment, parce que si on le voit là et on voit le dossier que j'ai perdu, la transaction qui s'est pas passée comme convenu, la conversation qui s'est mal déroulée, Mhm. on va s'épuiser. Parce que oui, il y a le fait de persister, de continuer, oui, c'est bien beau, mais moi, mon plus gros challenge, ça n'a pas été le fait de persister, parce que c'est de nature. Moi, je ne suis pas capable d'arrêter. Quand quelque chose ne fonctionne pas, je vais redoubler d'efforts. Mais quel a été mon gros challenge et que beaucoup n'abordent pas assez, c'est toute l'énergie psychologique et émotionnelle entre-temps. Et c'est ça le plus important. Parce que tu peux persister, tu peux continuer à frapper 10 fois à la porte qui est fermée, mais ça va être ta force émotionnelle entre-temps qui va te permettre de toffer dans les années. Donc, c'est toute cette capacité à relativiser, à se détacher émotionnellement, à prendre un step back, à ne pas prendre les choses personnelles. Arrêter de t'as foncer ça- dans la porte fermée si puis aller t'as dans ça, celle qui est ouverte. Si tu as ça, tu ne vas même pas te dire « allez, let's go, faut que je persiste ». Parce qu'en fait, tu vas même pas te poser la question, tu vas le faire naturellement. Ça devient Ouais. plus facile. Plus facile. Tu sais, c'est pas facile naturellement, mais ça devient plus facile Oui. parce qu'on persiste, parce qu'on se met ça dans la tête. Mm. C'est le Je pense fun. que c'est jamais facile, mais ça devient moins difficile. C'est surtout ça. Plus naturel. Exact. Ben, c'est moins de qu'il y résistance a une citation qui dit ça devient pas plus facile, c'est toi qui deviens plus fort. Exactement. Ah, c'est bon ça, Ouais, c'est je l'avais bon, pas vu j'adore. comme ça. Ouais. Parce que n'importe quel business, ben, on a tout le temps de la compétition. Mhm.
Ensuite, les clients, faut trouver les bons, puis c'est pas tout le temps facile, là, tu sais, je veux dire, faut se cogner à des portes fermées. Fait que c'est jamais, les situations, les défis sont jamais plus faciles, c'est nous qui devenons plus forts. Exact. Les amis, l'entrevue tire à sa fin. Si on vous demandait comme mot de la fin, puis vous êtes tous deux dans le monde de l'investissement immobilier en tant que courtier et en tant qu'investisseur, pour notre communauté là, qui passe pas à l'action encore, là, qui explore le monde de l'immobilier, quelle leçon vous pourriez partager pour les inciter à grandir, à passer à l'action, à passer au prochain niveau? Quitte à me répéter, va te planter. Va te planter, j'aime ça. Planter, honnêtement, c'est important, parce que tu deviens pas un excellent tireur au hockey en n'essayant jamais de tirer. Tu deviens en évitant les baies vitrées autour, tu sais. Ouais, exact. Faut que tu en manques des lancers pour arriver à toujours le mettre à la bonne place. Exactement. Fait que fonce, commence. Puis j'ai reçu mon photographe dans un podcast qui me disait, tu sais, tu veux commencer en photographie, va t'acheter une caméra puis fais de la photo. Clic, ouais. Exactement. Aussi simple que ça. Comme comment t'apprends à nager, c'est pas dans les livres. Non, tu pas dans le creux, pitches à l'eau. L'oiseau pitch en bas du nid. Tu commences pas dans le puis creux, t'as pas le choix. Si t'apprends à nager dans le creux, ça se peut que tu nages plus. Non, mais tu mets des balises, puis tu t'assures d'avoir un coach, puis un lifeguard. Puis c'est la même chose. Si tu t'assures, si tu fais tout seul, tu vas finir par réussir. Ouais. Mais ça va être plus long. Mais si tu as un coach, si tu as un mentor, si tu as des collègues pour t'aider, puis partager les idées, partager les expériences, c'est sûr que ça va plus vite. Il faut être ouvert de ce côté-là. De ton côté... Moi, je vais en Pauline. profiter en même temps pour répondre à la question que tu m'avais posée, qui est quel est le conseil que tu donnerais aux jeunes? Et en fait, je vais répondre en m'adressant aux jeunes, mais à n'importe quelle personne qui commence dans n'importe quel domaine. Ouais. Ne cherche pas à être bon dans tous les domaines, parce que tu vas être comme tout le monde. Moi, qu'est-ce qui fait que je sors du lot? C'est que j'ai trouvé quelque chose dans lequel j'étais bonne, qui était tout ce qui est le relationnel, l'appel à froid, etc. Et j'ai juste focusé là-dessus. Mm-hmm. Puis j'étais pas bonne dans le reste, mais je suis sortie du lot parce que j'ai focusé sur une affaire. Et n'importe quelle personne qui commence, même qui n'a aucune expérience, aucun réseau, pas d'argent, a quand même des facultés de départ. Ouais. Qu'est-ce qui te vient naturellement? Il y en a, ça va être le social. Il y en a, ils vont être introvertis, mais ça va être les chiffres. Pourquoi tu veux chercher à être bon dans tous les domaines? Focus sur une affaire qui est déjà naturelle et deviens excellent là-dedans. Et c'est là que tu vas te démarquer. Ouais. Puis je vais renchérir là-dessus. L'année que Jacques Villeneuve a gagné le championnat de pilote de course, je ne me rappelle plus l'écurie, mais le propriétaire de l'écurie avait engagé le meilleur coach ever en Formule 1. Et là, il est arrivé, puis il a préparé un plan pour coacher Jacques Villeneuve. Et là, le propriétaire de l'écurie est arrivé, il dit là tu vas renforcer ses faiblesses. Il dit non. On va juste prendre ce à quoi il est bon et on va travailler ça et c'est avec ça qu'il va dépasser les autres. Parce que si tu regardes Sidney Crosby, il compte des buts. Carey Price, il arrêtait les buts. Weber, il était défenseur, mais il savait ce qu'il avait à faire et il se spécialise à ça. C'est rare que tu as un joueur qui est tout partout sur la glace. Là. Il fait l'arrêt, il bloque les tirs, le désavantage numérique, l'avantage numérique. Mais c'est la même chose. Le corps arrière, il est corps arrière. Il court moins avec le ballon. Il bloque pas les autres joueurs. Il passe le ballon. C'est ça sa job. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Spécialise-toi avec les forces que tu as, renforce tes forces, tu vas t'élever à un niveau supérieur. Exact. Merci, les amis. Un gros merci. Plaisir. Ça a été super plaisant de vous recevoir. Donc, les mordus, semaine prochaine, même heure, même poste.